merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être à la hauteur des deux interventions précédentes. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Donc, on m'a demandé de parler de la santé unique qui commence dans les sols. Ça a déjà été évoqué plusieurs fois ce matin. Donc, moi, je m'appelle Pierre Veil. Je vais vous raconter ma vie vite fait, hein, parce que j'ai pas préparé une intervention spéciale, mais en ce moment, j'ai écrit un bouquin et je parle beaucoup le bouquin s'appelle Une seule santé, de la santé des sols à la santé des hommes. Et j'ai beaucoup d'occasions de rencontrer des gens qui sont pas du tout de notre milieu et de parler de tout ça. Et c'est assez intéressant et je voulais partager ça. Donc la notion de santé unique, alors ils appellent ça One Health en anglais. Il y a une définition tout à fait officielle des Nations Unies, avec les Nations Unies pour l'agriculture, la santé et l'environnement, qui définissent ça comme ça: la santé des humains, des animaux, domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement est étroitement liée et interdépendante. Tu t'as dit ça, t'as rien dit, ou t'as tout dit, mais ça ouvre beaucoup d'interprétations. Et moi, j'ai une 30 quelques décennies de carrière où j'ai travaillé sur un petit aspect de cette santé unique, qui est une vision un peu biochimique, à essayer de mesurer de la santé du sol à la santé des plantes, à la santé des animaux et à celle des hommes, des choses un peu rationnelles. Alors le bouquin dont je vous parlais, c'est celui-là, Une seule santé. Et il a une histoire. En 2022, moi je suis agronome de formation, même si je me suis rendu compte ce matin que les cours de pédologie étaient quand même loin, et que j'en ai beaucoup plus appris après qu'à l'école il y a longtemps. Et puis en mai 2022, donc à 68 ans, j'ai passé une thèse de biologie santé sous la direction du prof de nutrition du CHU, d'un prof de médecine. Et le titre, c'était l'amélioration de la santé des animaux et des écosystèmes profite à la santé de l'homme. Donc là, c'était pas une affirmation, c'était une démonstration avec des forces de la preuve de ce que j'avais fait depuis quelques décennies. Et puis un membre de mon jury, un examinateur, m'a dit: ce corpus de recherche, vous devriez en faire un livre. Comme on obéit toujours aux membres de son jury, j'en ai fait un livre, et c'est devenu ça. Alors voilà. Alors en fait, ce que je raconte dans le bouquin, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est une série de rencontres assez incroyables depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, qui ont construit quelque chose qui n'était pas une théorie, mais qui de pratique en pratique s'est mis à jour et a abouti à cette vision un peu biochimique de santé unique, où on peut dire que la santé des hommes est dépendante de la santé des sols. C'est drôle d'ailleurs parce que mon éditeur, qui s'appelle Actes Sud, on s'est battu pour le sous-titre. Le sous-titre, c'est Enquête sur les sols où naissent les racines de nos maladies. Moi, je voulais que ce soit où naissent les racines de notre santé, mais ils aiment bien, dans les maisons d'édition, pour plaire aux journalistes, parler de trucs un peu négatifs. Mais c'est les racines de notre santé aussi qui sont dans le sol, et je voulais raconter ça. Donc c'est un peu des rencontres à plein d'endroits, et je vais vous en raconter quelques-unes. Alors ça, je vais aller vite, parce que ça a déjà été dit ce matin. J'ai rencontré dans les années, il y a Moïse Baumard, là, qui est un voisin, qui fait l'amitié d'être là. On se connaît depuis fin des années 70-80. J'ai eu des rencontres dans le moment où je travaillais comme conseiller en élevage, de rencontrer des gens qui étaient assez étonnants, et notamment le premier type qui m'a dit qu'il labourait pas. Et quand je lui ai dit: pourquoi tu laboures pas, alors qu'on nous apprenait que quand tu laboures, c'est mieux, tu détruis les mauvaises herbes, tu minéralises, etc. Il dit: non, mais tu sais, moi, j'ai des terres pauvres en matière organique. À 1 an, à 2 ans, c'est sûrement mieux de labourer, mais à 10 ans, je vais perdre ma matière organique, un peu ce qu'on a vu ce matin. Et avoir des gens comme ça qui raisonnaient à 10-15 ans, ça m'avait frappé. Quand j'ai sorti mon bouquin, d'ailleurs, je l'ai invité à la réunion de lancement, et il m'avait dit, c'est une phrase rigolote, très humble, il dit: toi, tu m'avais marqué, mais j'avais pas conscience que moi, je t'avais marqué à ce point-là. Mais c'est vrai, ça m'avait marqué d'autres gens. Et puis assez vite, en essayant de comprendre tout ça, la plante, on l'a dit, hein, la synthèse chlorophyllienne, mais l'énergie, le sucre qui est fabriqué par la plante, il y en a une bonne partie, autour de 30%, qui descend dans le sol. Et la plante n'est pas généreuse par nature. Si elle le fait, c'est qu'elle en a besoin. Et toutes les populations du sol qu'on a vues tout à l'heure dans la première intervention, elles sont nourries par ces sucres. Et la vie du sol, écoutez,
je vais passer vite parce que j'avais remis sur ma présentation, là, comme ça vous l'avez en stéréo, le truc qui est derrière. Évidemment, tout ce qui a été dit sur la structure des sols, le type de culture, la façon dont les racines explorent le sol, etc. C'est important. Mais quand je présente ça dans un univers un peu plus grand public, les gens ouvrent des grands yeux quand je leur explique ce que c'est que les mycorhizes, toute la surface, toute la vie qu'il y a dans le sol, que la moitié des êtres vivants sur Terre ils vivent sous le sol. Ça intéresse les gens. Dans une vision un peu plus physiologie végétale, l'essentiel de ce qui compose les plantes, ça vient de l'air et de l'eau. C'est du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Mais tout le reste, ça vient du sol. Et tout le reste, ça vient via ce qui a été expliqué tout à l'heure, la vie microbienne des sols, notamment les mycorhizes, les bactéries, les champignons, qui vont minéraliser, qui vont fournir les minéraux du sol, les oligo-éléments, etc., de la roche-mère, que la plante ne peut pas digérer en l'état et qui est solubilisé, mise en circuit dans le sol et assimilé par les racines des plantes seulement s'il y a une vie du sol. Donc on comprend mieux pourquoi il y a ces 30% de l'énergie fabriquée par la plante qui descendent pour nourrir les champignons, ces mycorhizes ou des bactéries dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'autrement la plante ne pourrait pas se nourrir, elle ne pourrait pas assimiler. Alors c'est que 6%, mais c'est tous les cofacteurs des enzymes, c'est tout ce qui est absolument indispensable à la fabrication de tous les nutriments qui vont faire la vie du sol, la vie des plantes, leur conférer une résistance aux agresseurs, mais aussi, une fois que les plantes auront cette densité nutritionnelle, nous conférer notre résistance à nous et notre santé à nous. Alors, un petit préambule sur ce qui se passe au niveau de la synthèse chlorophyllienne. Les plantes, toutes les plantes en herbe, au début de leur croissance, elles sont riches en oméga 3. Elles sont riches en oméga 3 parce que les oméga 3, c'est fabriqué dans les chloroplastes. Ça s'appelle l'acide alpha-linolénique. Ça vibre. J'ai mis un petit... Non, j'ai pas mis là. Mais il y a des courbures de chaîne qui font que ça vibre sous l'effet du soleil. Et la synthèse chlorophyllienne commence là, dans les chloroplastes. Et ça sert aussi non seulement à fabriquer... Il n'y a que les plantes qui ont les enzymes qui vont fabriquer ça. Les oméga 3, vous en avez sûrement entendu parler. On en parle beaucoup en matière de santé humaine. Il n'y a que les plantes qui savent le fabriquer. Et elles savent fabriquer ces oméga 3 parce qu'elles en ont besoin, à la fois pour faire la synthèse chlorophyllienne, mais aussi pour fabriquer des nutriments, leurs espèces de prostaglandines, leurs molécules de défense, l'acide jasmonique, qui vont leur permettre de lutter contre les agresseurs. Quand une plante est agressée, elle ne peut pas se partir en courant, donc elle a besoin de développer des molécules de défense. Une plante, je vais avancer. Voilà. Donc moi, je découvre ça dans les années 90. Je découvre que, en fait, on travaillait à l'époque pour essayer de comprendre pourquoi, pour les de plus anciens, à l'époque des quotas matières grasses, il fallait pas faire trop de matières grasses dans le lait. Et quand les vaches passaient à l'herbe au printemps, il y avait autant de matières grasses dans l'herbe que dans le maïs, mais le taux de matières grasses du lait baissait. Donc on s'est intéressé à ça. Et on a regardé quelle était la composition des graisses du maïs, des graisses de l'herbe. C'est pas du tout les mêmes. Dans le maïs, c'est des oméga 6. On savait pas tout ça. On a juste dit, les graisses de l'herbe, c'est pas comme les graisses du maïs. Et on s'est rendu compte que ça avait peut-être un rôle. Et puis en 94, il y a eu un tournant, en fait, dans ma carrière. C'est une première étude. Moi, j'avais monté une entreprise qui s'appelle Valorex, où on mettait en culture. Ça me choquait un peu de voir, faut se mettre dans ces années-là, hein, on se posait pas trop de questions. Il y avait de plus en plus de maïs, de plus en plus d'importations de soja, et j'avais développé des filières le lupin, c'était la première plante, des plantes riches en protéines, le lupin, la févrole, le lin, parce qu'on était dans la région de Fougères, et traditionnellement il y avait du lin dans le temps, pour remplacer le soja. Il faut toujours avoir des grandes ambitions quand on est jeune. Ça n'a pas été facile. Alors, on faisait cultiver du lupin, de la févrole, du lin. On extrudait ça. On avait un système de cuisson. On vendait ça aux éleveurs pour remplacer le soja. Bon, dans les bonnes années, quand le soja était cher, on en vendait beaucoup. Et puis quand le soja baissait de prix, c'était beaucoup plus difficile. Mais il y a quand même des gens qui continuaient en disant on a l'impression que les vaches sont en meilleure santé, fécondent mieux, etc. Et en 94, on fait un essai avec l'Institut de l'élevage et l'INRA dans une ferme expérimentale des Pays de Loire, les Trinotières.
Et on prend 2 groupes de vaches qui mangent du maïs et sont complétés soit avec du tourteau de soja, soit avec ce mélange avec du lin. Et sérendipité, c'est un terme que j'ai appris dans le dictionnaire. Ça veut dire faire une découverte par hasard, mais en comprendre l'importance. Et on se rend compte qu'effectivement, au bout de 3 mois, les vaches fécondent mieux. Elles prennent le veau 14 jours plus tôt et on ne comprend pas pourquoi. Et il y a une stagiaire de l'INRA qui me fait un schéma avec les oméga 6, les oméga 3, les prostaglandines, etc. Parce que son copain faisait une thèse de médecine là-dessus, sinon je serais passé à côté. Et elle me dit peut-être qu'elle féconde mieux parce que dans le maïs, il y a ces oméga 6, que dans le lin, il y a les oméga 3, qui pour moi étaient juste les graisses de l'herbe. Et c'était le début de quelque chose. On s'est rendu compte aussi, parce qu'on mesurait et on pesait tout, que les vaches mangeaient moins et produisaient autant et qu'elles reprenaient du poids. Et quand on a discuté de ça avec l'INRA, ils m'ont amené voir un spécialiste de l'INRA à Clermont-Ferrand qui m'a dit, mais tu sais, quand tu as ces oméga 3 dans la panse des vaches, elles dégagent moins de méthane. On est en 94, hein, le premier rapport du GIEC, c'est en 92, donc on ne parle pas à l'époque du climat, etc. Mais il y a plein de choses qui ont changé. Et on a commencé à se dire, mais si ça améliore la santé des vaches, avec cette histoire d'oméga 6, d'oméga 3, de prostaglandine, peut-être que ça a un impact aussi sur les gens qui boivent le lait ou qui mangent le fromage. C'était récent, hein, toute cette science autour de l'intérêt des oméga 3, du rapport oméga 6, oméga 3. Il y avait eu un prix Nobel là-dessus en 82, donc on est en 94, hein, ça fait pas très longtemps. On commence à lire des papiers là-dessus qui disent tiens, mais quand on remet des oméga 3, c'est mieux, etc. Et on pose l'hypothèse avec quelques collègues et un prof de nutrition humaine que peut-être que chaque fois qu'on passe une vache du maïs à l'herbe, chaque fois qu'on met du tourteau de soja et du maïs dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, eh ben on change aussi la composition de notre assiette, la composition de ce que mangent les hommes qui se nourrissent de ce que mangent les animaux. Effectivement, dans l'herbe, le rapport oméga 6, oméga 3, il est de 1 oméga 6 pour 5 oméga 3. Dans le maïs, c'est 57 oméga 6 pour 1 oméga 3. Dans la graine de lin, c'est un peu comme dans l'herbe. Donc c'est évident qu'on change des choses quand on change l'alimentation des animaux. C'est pareil pour les animaux monogastriques. Une ration avec de l'orge et du lin, on va pas du tout avoir le même profil de graisse dans un cochon, dans un œuf ou dans une viande de poulet que si elle mange du maïs et du soja. Donc on positionne ça et il se met en place tout un tas d'essais, donc ça intéressait énormément les gens de l'INRA et on a dû publier des dizaines de papiers. On a travaillé avec l'Institut de l'élevage, avec l'AFSA, quel est l'impact de ce que mangent les animaux sur la composition en graisse des œufs, des viandes, des produits laitiers, etc. On publie tout ça, il y a un gros mouvement, c'est une période vraiment intéressante. Et puis, je passe vite, hein, je ne raconte pas toute ma vie en détail, mais il y a eu des moments clés. Et en 98, il y a un moment clé. J'interviens dans un congrès de nutrition qui s'appelle les Journées francophones de nutrition. Et je présente un tableau qui dit, ben voilà, si on fait manger autrement les poules, les vaches, les cochons, 70% des graisses qu'on consomme dans l'alimentation des hommes, c'est des graisses animales. C'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra résoudre un certain nombre de problèmes de santé. Et puis à ce moment-là, je raconte ça, oui, j'avais encore des cheveux à l'époque, et à ce moment-là, il y a un cardiologue plutôt connu dans le monde de la nutrition qui se lève et qui me dit assez méchamment que j'avais rien démontré du tout, que tant qu'on n'avait pas fait une étude clinique, on n'avait rien démontré en matière de santé humaine, que, ok, il y a plus d'oméga 3 longue chaîne dans l'œuf de la poule qui a mangé du lin, mais est-ce que l'homme va le fixer, l'utiliser, ou est-ce qu'il va être oxydé? On n'en sait rien du tout, et qu'il faut absolument faire une étude clinique. Donc je suis à la tribune, je me sens un peu bête, et je dis, vous avez tout à fait raison, on va faire une étude clinique. Et je descends de la tribune en disant, mais pourquoi tu as dit ça? Une étude clinique, c'est des trucs de labo pharmaceutique, c'est des centaines de millions, des millions de francs à l'époque. Et puis je me dis, il faut qu'on la fasse. Il faut qu'on la fasse, et on a fini par la faire. Alors j'ai essayé de trouver de l'argent pour financer l'étude,
Et je vais à la région Bretagne, à l'Anvar à l'époque, l'ancêtre d'Oseo et de BPI. Et la région Bretagne me met en relation, dit ben, peut-être que ça peut être intéressant pour les productions agricoles et notamment d'élevage. Mais il faut que vous en parliez à notre conseil en nutrition. Ça, c'est une rencontre que j'ai plaisir à raconter parce qu'elle était forte. Et leur conseil en nutrition, c'était un médecin du centre hospitalier de Lorient, qui s'appelle Bernard Schmitt, qui est aussi breton que moi. Il est de Colmar et moi, je suis de Mulhouse. Mais on sympathise assez vite. Donc, à la deuxième bière, c'est un type formidable, plein d'humanité. Et il me tient, c'est resté là, ce qu'il me dit ce jour-là. Il me dit, tu sais, je suis médecin, je suis chef du service nutrition diabéto. Depuis 30 ans, je vais d'échec en échec. Parce que dire aux gens ce qu'ils doivent manger, ça marche tant qu'ils sont à l'hôpital. Mais quand ils retournent chez eux, ben, ils reprennent leurs habitudes alimentaires. Il y a cette phrase magnifique. Il me dit, tu sais, les Bretons que je soigne à Lorient, c'est ceux de Pontivy et de Loudéac, c'est ceux qui mettent du beurre sous les rillettes. Et il continue en disant, il vaut peut-être mieux qu'on fasse faire le régime à la vache et au cochon. Mais c'était vraiment génial. Mais déjà, fallait de l'imagination, mais fallait aussi être quelqu'un de dévoué à ses patients, parce que c'est vrai, si tu fais juste ce qu'on te dit de faire, personne ne fumerait, tout le monde mangerait comme tous les nutritionnistes nous disent de manger, mais c'est pas vrai. Le poids des habitudes alimentaires, il est fort. Et derrière ce qu'il me disait en souriant, il y avait quelque chose de très fort. Et donc, on a eu les financements, et moi, j'ai pu démarrer mon étude clinique. Et donc, j'avais découpé dans Ouest France, je sais pas si les plus vieux s'en souviennent, il y avait un scandale de lait à la dioxine. Je sais pas si ça vous parle, mais dans Ouest France, ils avaient fait un papier, un dessin. Il y avait un incinérateur qui marchait mal, la dioxine tombait sur l'herbe, les vaches mangeaient l'herbe, la dioxine tombait dans le lait, passait dans le lait et les gens tombaient malades. Et j'avais été voir les directeurs qualité ou scientifiques de Fleury-Michon, Lactalis. J'avais pas été voir Nestlé à l'époque parce que vous étiez trop loin de Rennes. Mais, et les gens m'ont fait un peu confiance et on a réussi à faire une étude clinique, pas avec une pilule bleue. Alors je leur expliquais, hein, moi c'est pas un cercle vicieux que je veux faire, c'est un cercle vertueux. Si effectivement les vaches mangent bien, les bonnes choses passeront dans le lait et les gens seront en meilleure santé. Pour ça, il faut changer les cultures, manger les assolements, etc., avoir une meilleure alimentation des animaux, et on va voir ce qui se passe. Donc, il y avait le docteur Schmitt, qui était l'investigateur principal de l'étude. On a décidé qu'on allait faire 2 groupes de personnes, qu'on allait les nourrir pendant 3 mois avec soit des produits issus d'une chaîne alimentaire tout à fait classique, soit les produits issus d'une chaîne alimentaire où on avait rajouté du lin, du lupin. C'était l'hiver, il n'y avait pas trop d'herbes, mais on a une chaîne alimentaire plutôt oméga 3 avec des cultures un peu différentes. Et on faisait des prises de sang aux gens tous les 15 jours. C'était lourd, hein, parce que c'était pas pilule bleue, pilule rouge, c'était des palettes de poulet, de jambon. Donc j'avais trouvé des industriels qui me fournissaient du beurre, du poulet, des œufs, etc. Et au bout de 15 jours, donc les analyses étaient faites par un laboratoire de biologie et nutrition humaine de l'INSERM à Rennes, du professeur Legrand. Et au bout il fallait finir l'étude, mais au bout de 15 jours, on avait changé la composition du sang. Au bout de 35 jours, on avait changé la composition des parois des globules rouges. C'est-à-dire qu'on prenait les échantillons de sang des gens, on centrifugeait, et les globules rouges, c'est des cellules qui ont une demi-vie d'une centaine de jours. Et les membranes des globules rouges, il faut comprendre que quand un virus ou une saloperie essaye de rentrer dans une cellule, la membrane, la muraille de protection, c'est la membrane de la cellule, c'est extrêmement régulé. Ça change pas comme ça. Et ben, au bout de 35 jours, on avait changé complètement la composition des membranes des globules rouges, donc des membranes de toutes les cellules du corps, pas en fonction de ce que mangeaient les gens, parce qu'ils mangeaient tous la même chose, mais en fonction de ce que mangeaient les animaux qui nourrissaient les gens. Donc on était contents, on a publié ça, on était dans les congrès. C'était quand même pas évident. Le professeur Legrand, là, qui faisait les analyses, il croyait pas du tout au début. En tant que scientifique, il avait accepté de vérifier, mais on avait une preuve forte. Alors, quand on a publié ça, on a fait des statistiques. Alors, je suis pas très fort en statistiques,
Je comprenais encore moins les cours de stats que les cours de pédologie, c'est dire. Mais c'était significatif à 10 puissance moins 9. C'est-à-dire que l'alimentation des animaux et la composition de ce qu'il y avait dans l'auge et dans les champs influençait sur la santé de l'homme, en tout cas sur la composition des membranes des globules rouges. C'était vrai, tu as une chance sur, tu mets 1 et puis 9 0 de te tromper si tu dis que c'est ça. Donc c'était quand même très, très fort. Donc après, on tenait quelque chose. On s'est réunis avec le docteur Schmitt et le professeur Legrand. On a dit on tient quelque chose, on est en 2000. Hein. Et on a ça, ce qu'il y a au milieu, c'est une diapo de nutrition humaine, l'équilibre oméga-6, oméga-3, via tout un tas de médiateurs cellulaires. Ça va influencer sur la genèse des maladies cardiovasculaires, le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, c'est essentiellement des oméga-3, la croissance tumorale, les mécanismes de l'inflammation et de la lipogénèse. Ça, c'est de la nutrition. Par contre, d'où viennent les oméga-3, d'où viennent les oméga-6 ça, au milieu, c'est les prix Nobel de 82 qui disent ça. Et nous, ce qu'on essayait d'amener, c'est de dire, mais la façon dont on choisit ce qui va pousser dans les champs, j'ai rien contre le soja, j'ai rien contre le maïs, mais le tout maïs et le tout soja, si on peut mettre un peu plus d'herbe, plus de pâturage, du lin, du trèfle, de la févrole, plus de colza, de lupin, etc., eh ben, on va améliorer les choses en matière de santé humaine par des pratiques agronomiques. Donc on tenait quelque chose d'extrêmement fort. C'était il y a 25 ans, donc on commençait à parler de tous ces aspects d'environnement, de climat, etc. Et on pensait qu'il fallait absolument développer ça. Alors j'ai été voir les industriels qui m'avaient fourni les beurres, les œufs, etc. Et ils m'ont dit, alors c'était plus les directeurs scientifiques, c'était les gens, les décideurs du marketing, de la logistique, etc. Et il y a eu une question tout à l'heure sur Nestlé, les produits dédiés issus de l'agriculture régénératrice. On m'a dit, ben on va certainement pas faire ça, parce que tu imagines qu'on va envoyer un camion de lait ramasser du lait dans le nord de l'île-et-Vilaine parce que les vaches mangent de l'herbe, et puis le faire redescendre dans le sud de l'île-et-Vilaine et puis passer à côté toutes les autres fermes. Non, les logistiques d'appro qui datent de l'après-guerre, c'est quand même les camions ramassent tout le lait de la commune, tout est mélangé à l'entrée de la laiterie. C'est vrai pour les céréales, c'est des gros silos, etc. Donc ça les intéressait pas. Les gens du marketing, ils croyaient pas du tout. On me disait, mais tu sais, les gens, je me souviens, une fille qui m'avait dit, les gens font pas la différence entre le beurre et la margarine. Alors imagine qu'ils vont faire la différence entre le beurre de la vache qui mange de l'herbe et celle qui mange du maïs, certainement pas. J'ai été voir les interpros, c'était encore pire, je me suis fait envoyer balader. Au CNIEL, on m'a dit, attends, nous on fait la promotion du beurre, si tu commences à dire qu'il y a un beurre qui est meilleur qu'un autre, c'est qu'il y en a un plus mauvais, on peut pas admettre ça, etc. Et comme personne n'en voulait, puis qu'on se disait c'est quand même un truc important, en août 2000, à l'école de la santé publique à Rennes, ce qui était très symbolique, où ils étaient professeurs tous les deux, on crée l'association, il y a 20 membres, il y avait une dizaine de producteurs fermiers, des gens qui transformaient à la ferme, et moi je voulais qu'il y ait toute la chaîne alimentaire. Il faut absolument qu'on remette autour de la table des représentants des consommateurs, des distributeurs, des industriels, etc. Et on avait 7 collèges quand même déjà. Il y avait un distributeur, c'était Monoprix. Il y avait un représentant des médecins, un représentant des consommateurs. C'était un peu compliqué. Et on démarre. 25 ans après, il y a maintenant 36 000 membres. Donc ça a pas mal marché. On avait envie de développer ça avec une logique qui était surtout celle des médecins, qui est de dire aujourd'hui, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, produire mieux c'est bien, mais à condition de rencontrer des consommateurs qui ont envie d'acheter ça, et qui ont envie de dépenser un peu d'argent ou un peu plus, ce qui est assez difficile. Et produire mieux pour des gens qui mangent déjà très bien. Aujourd'hui, ces histoires d'oméga-6, d'oméga-3, d'antioxydants, de pro-oxydants, c'est la jeunesse des maladies de civilisation, comme le diabète, l'obésité, etc. C'est pas les gens les plus riches et les plus éduqués, les plus conscientisés qui sont les plus touchés. Donc il faut absolument l'accessibilité au plus grand nombre. On veut toucher le plus grand nombre possible. On veut pas d'une alimentation à 2 vitesses. Il faut qu'il y ait des impacts forts. Et pour qu'il y ait des impacts forts, il faut pas qu'il y ait des coûts, des surcoûts monstrueux. Et donc on a beaucoup focalisé sur l'obligation de résultat.
Un œuf bleu blanc cœur, c'est un œuf avec un rapport oméga 6 sur oméga 3 de 5 maxi. Un œuf standard, un autre œuf, on va dire, il a un rapport entre 15 et 30 selon les moments, le prix du soja, du colza, etc. Après, la façon dont l'éleveur va nourrir sa poule, c'est pas moi qui vais décider. S'il veut mettre du lin, s'il veut mettre de la luzerne, s'il veut mettre de l'herbe, c'est son choix. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur l'agriculture régénératrice et des obligations de résultat. C'est les agriculteurs qui connaissent leur sol et qui connaissent leurs animaux. À nous de définir ensemble avec eux des obligations de résultat. Et après, à eux de choisir les pratiques qui conviennent à leur ferme, à leur sol, à leurs animaux, etc. C'est une façon de simplifier, de pas mettre trop d'obligations de moyens qui coûtent cher. Et ça, c'était 2021. C'est un tableau, les choses ont bougé depuis. Hein. Il y a eu d'autres études cliniques, il y a eu des reconnaissances. Ça, c'est un tableur qu'on a fait valider par les experts des ministères de l'agriculture, de la santé et de l'environnement. L'impact de ce que ça a aujourd'hui, c'est plus de diversité, un des piliers de l'agriculture régénératrice, tel qu'elle a été évoquée tout à l'heure, plus de couverture des sols, plus d'hectares de lin, févrole, etc. Pour les filières bleu-blanc-cœur, c'est aussi moins d'engrais azotés, moins de méthane rejeté dans l'atmosphère par des vaches qui ruminent un peu différemment. Et c'est 2 millions de Français qui couvrent leurs besoins en oméga 3. 2 millions, c'est pas encore assez. C'est moins de graisses saturées. C'est des bénéfices qui sont pas des bénéfices, c'est des bénéfices à l'échelle d'une population. Si tu veux des impacts sur le climat ou sur la santé publique, tu peux pas juste faire à manger mieux pour des gens qui mangent déjà très bien. Voilà. Et donc moi, je suis plus président de Bleu Blanc Cœur, mais la nouvelle présidente m'a passé cette slide qui dit qu'en fait, si 100% des 4 grosses filières d'élevage françaises étaient Bleu Blanc Cœur, il y a 98% des Français aujourd'hui qui couvrent pas leurs besoins en oméga 3, eh ben on les couvrirait et on aurait des baisses des émissions de CO2 parce qu'on a interdit l'utilisation de soja d'import parce qu'il y a le méthane, moins de méthane émis par les vaches, etc. On couvrirait la stratégie, les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est pas rien, c'est pas un truc anecdotique, c'est que si on a la volonté de le faire, ça peut produire beaucoup de choses. Donc de 2000 à 2025, on a conduit 7 études cliniques avec des volontaires diabétiques, avec des volontaires obèses, avec des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. On a toujours les derniers, je vous en dirai un mot si j'ai le temps, les dernières études cliniques. Il y en a une dont j'ai eu les résultats la semaine dernière. C'est la preuve que ça marche, qu'il y a un lien entre ce qui se passe, entre les choix agronomiques, les choix agricoles et la santé des gens. On l'a démontré plein de fois. On l'a publié, c'est une force. Moi j'ai signé 78 papiers dans la presse scientifique à comité de lecture, mais l'ensemble de l'équipe, c'est autour de 500. Et ça a toujours été les mêmes études humaines. Les gens ont toujours mangé la même chose. On a juste comparé l'impact des modes de production sur des marqueurs de santé chez l'homme. Je vous raconte quand même l'histoire de l'étude avec les volontaires obèses, parce que celle-là, elle m'avait marqué. On avait travaillé avec un professeur de biochimie qui m'avait appelé sur ma ligne directe, c'est une fois que je connaissais de nom, parce que c'était un très grand nom. Et en fait, lui a passé sa vie à travailler sur la jeunesse de l'obésité et du tissu adipeux. C'est quand tu deviens gros, il y a 2 phénomènes. Il faut des cellules qui stockent du gras, puis il faut que ces cellules se développent, prennent du diamètre. Mais une fois qu'elles sont créées, ces cellules, elles meurent jamais. C'est les seules cellules du corps qui n'ont pas d'apoptose programmée, qui meurent pas. Parce qu'on a terriblement besoin, on a une physiologie d'homme des cavernes, on a besoin de stocker sous la peau du gras, des réserves d'énergie pour l'hiver qui va être dur, je sais pas. Mais toujours est-il que la création de ces cellules adipeuses, ça se fait sous l'impact, je le raconte parce que c'est un lien à ce qu'on connaît tous ici, c'est-à-dire le cycle des saisons, etc. Les oméga 3 au printemps, t'en as partout parce que c'est les graisses de l'herbe, c'est les graisses qui font la synthèse chlorophyllienne, c'est des graisses de printemps.
Les oméga-6, c'est les graisses de réserve. C'est ce qu'on va trouver dans le maïs, dans le soja, mais aussi dans plein d'autres plantes. Et ce qui va développer les cellules adipeuses, c'est les sucres et c'est les oméga-6. Et une fois qu'il a démontré ça sur des cultures de cellules, on fait des études avec lui, on participe à un programme de recherche avec des souris. Et des souris, on les nourrit avec un régime qu'on appelle Western Diet, régime occidental, très riche en oméga-6, très pauvre en oméga-3. Et de génération en génération, les souris sont de plus en plus grosses. Elles mangent toutes la même chose, mais ça passe par l'alimentation de la maman, de la grand-mère, etc. Et il faut plusieurs générations pour inverser les choses. Une fois qu'on a publié et démontré ça sur la souris, vient l'idée forcément de faire ça chez des volontaires humains. Et on recrute, c'est dans les années 2010, on recrute des volontaires par voie de presse, en demandant des volontaires qui ont un indice de masse corporelle des kilos par mètre carré supérieur à 30, donc ce qu'ils appellent l'obésité. Alors on a eu plein de volontaires parce qu'on leur demandait de manger du beurre, des œufs, des viandes, tout ce qu'on leur interdisait d'habitude. Le deuxième truc intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils sont venus, on a sélectionné 2 groupes de 90. Ils sont venus, donc on a mesuré leur constante sanguine, leur tour de taille, etc. Et on leur a dit, dans 15 jours ou dans 3 semaines, je sais plus, on commence à distribuer produits essais, produits témoins. Je crois que c'est 15 jours, ils avaient déjà perdu 2 kilos. Ça, c'est la thermodynamique. C'est dans la tête que ça se passe. Je vais rentrer dans une étude, je vais être suivi, je mange moins, je perds du poids. Pendant la durée de l'étude, qui a duré 3 mois, ils ont encore perdu 3 ou 4 autres kilos dans les 2 groupes. Groupe essai, groupe témoin. Mais ça, on s'y attendait. Mais comme on pensait que dans le groupe Bleu Blanc Cœur, ils fabriqueraient moins de cellules adipeuses sur la période, on leur a demandé de revenir 5 mois après. Et 5 mois après, ceux du groupe témoin, on a publié tout ça, ceux du groupe témoin, ils avaient repris tout le poids qu'ils avaient perdu, et les autres avaient repris qu'1 kilo au lieu de 5. 5 fois moins, c'est beaucoup, hein. Donc on a publié tout ça. On n'a jamais eu le droit de publier ça sur des sites grand public, hein. Parce que on pourrait en parler après, c'est compliqué, mais en tout cas ça existe dans la presse scientifique, ça existe dans tous les congrès, tout le monde le sait. Et puis la dernière étude, j'en dirai un mot, ça c'est le titre en anglais, parce que je publie toujours en anglais, l'amélioration de pratiques agricoles et de l'alimentation du bétail améliore la qualité nutritionnelle, la qualité du lait des mamans allaitantes, du lait, comment on appelle ça, du lait maternel. Une étude One Health humaine, une étude clinique randomisée One Health. Alors, tout ça, ça plaide quoi? Ça plaide pour du préventif. On soigne pas les gens en produisant mieux, mais on prévient les maladies en produisant mieux. On peut dire aux gens que on n'évite pas les maladies, mais on les prévient. La prévention, le gars qui me disait à 10 ans, si je laboure pas, je vais améliorer la santé de mon sol, il faisait de la prévention. Aujourd'hui, la prévention au ministère de la Santé, c'est 3% du budget. C'est pas beaucoup, on met beaucoup d'argent dans le curatif. Mais je pense que dans la tête des gens, cette idée que si les sols sont bien nourris, si les plantes sont bien nourries, si les animaux sont bien nourris, eux se porteront mieux, ça existe et c'est même assez fort. Donc on a les éléments pour le prouver. Il y a un autre élément, un autre truc, je vous raconte des anecdotes parce que j'aime bien les partager. Alors, il y a 2 ans, j'étais invité à un congrès de l'ISFAL, une société scientifique internationale sur les lipides, et j'étais invité à présenter ça. Et à la pause, j'étais un peu anxieux parce que c'était tout, je marche un peu au stress. J'étais stressé parce qu'il y avait tous mes maîtres qui étaient dans la salle, un congrès international. Ça se passait à Nantes. Il y avait des gens du monde entier. Et à la pause, je sors pour prendre l'air. Et je vois les gens de Sodexo, je sais pas qui, la société de restauration, qui mettent des petits biscuits et des petits trucs gras, sucrés, salés, là, tout ce qu'il faut pas manger sur la table, et puis des corbeilles de fruits. Je reviens pour faire mon intervention, puis je vois qu'il n'y a plus aucun biscuit gras, sucré, salé. Il reste toutes les corbeilles de fruits. Et je raconte ça pour dire que le goût, c'est hyper important. C'est que tu peux pas changer les choses si t'as pas aussi une amélioration du goût. Aujourd'hui, je suis à l'université de Rennes, où je suis titulaire d'une chaire qui s'appelle Aliments et bien manger, et on fait des études en économie expérimentale pour voir vraiment ce que les gens sont prêts à payer quelque chose. Clairement, ils payeront rien pour la durabilité. La disposition à payer pour le climat, l'environnement, le sol, etc., elle est nulle. Ou alors, il faut des gens qui sont à la fois riches et avec un gros niveau d'éducation.
Par contre, dès qu'il y a un élément positif sur la santé ou le goût, dès qu'il y a un bénéfice individuel, on est comme ça, hein. Acheter un bénéfice collectif, on dépense pas beaucoup d'argent pour ça. Par contre, si on a un bénéfice individuel, oui. Et pour un rappel, j'ai remis cette diapo-là. Tout ça, c'est les éléments du goût, hein. On parlait, c'était une première intervention de terroir. Les gens qui savent bien parler de leur terroir en lien avec la qualité de leurs produits, c'est les vignerons. Quand on parle de la qualité d'un vin, on parle de la qualité du terroir. Parce que tous ces oligo-éléments qui sont puisés par les champignons, les bactéries pour les amener aux plantes, c'est ça qui va faire les cofacteurs du goût. C'est ça qui fait que des fois on dit ce produit-là pas trop de goût. Ben oui. Et donc la santé, le goût, c'est les deux éléments qui peuvent faire que les gens, que ce lien entre produire mieux et acheter mieux, consommer mieux, peut se faire. Ça se fera au travers de ça et rien d'autre, je pense. Alors ça, c'est une étude que je trouve hyper importante. On avait fait ces études sur les souris et on a eu l'idée de faire cette étude-là aussi chez des mamans allaitantes. Donc ça se passe au centre hospitalier de Rennes, au CHU, en 2017, quand les mamans viennent à la visite des mamans enceintes et en intention d'allaiter. À la visite du 6e mois, on leur propose de rentrer dans l'étude. Donc elles sont soit dans un groupe bleu blanc cœur, soit dans un groupe standard. C'est tiré au sort. C'est des produits du commerce, hein, c'est les magasins U qui fournissent le beurre, les œufs, etc., des produits de l'étude. Et l'endpoint, le critère de jugement principal, c'est la composition du lait de la maman. Il y a rien qui devrait être plus immuable, plus inchangeable que la composition du lait qui sort du sein. Alors on a travaillé avec des labos de l'INSERM qui sont des spécialistes du lait maternel. Moi, je trouve que cette étude est incroyable. Je termine presque là-dessus. Parce que dans le lait maternel, alors c'est marrant parce que les éleveurs, les producteurs de lait, en tout cas, comprennent complètement ça. Si tu nourris bien la vache, tu auras un veau résistant. Et la composition du lait maternel, il change du tout au tout chez les femmes de l'étude, en fonction de ce qu'on mangeait, pas les mamans, mais les poules, les vaches, les sols qu'on nourrit les mamans. Et dans ce lait maternel, en fait, les nutritionnistes disent qu'il n'y a pas de bons aliments, il n'y a que des bons équilibres, etc. Sauf le lait maternel. Le lait maternel, c'est l'aliment idéal des premières semaines de vie. Et quand tu regardes sa composition, tu comprends parce qu'il y a toutes les molécules qui vont fabriquer l'avenir du bébé. Des molécules de l'immunité, des immunoglobulines, des molécules de l'inflammation, de l'insuline pour la croissance du bébé, des HMO, Human Milk Oligosaccharides, qui sont aussi des molécules de l'immunité. Tout a changé en fonction de ce que mangeaient les poules, les vaches qu'on nourrit les mamans. Et de façon significative, l'article est accepté pour publication. Mais même le microbiote du bébé, à 21 jours, en fait, l'immunité du bébé, elle est construite par le lait maternel et elle va après être relayée par le microbiote du bébé. Et à 21 jours, le microbiote du bébé avait changé, alors que les mamans avaient toutes changé la même chose. Alors évidemment, quand je dis du microbiote du sol au microbiote du bébé, c'est pas les mêmes microbes qui passent, mais on trouve un microbiote différent et c'est un beau lien biologique autour de la chaîne alimentaire et de cette importance. Donc, pour terminer, moi aujourd'hui, je travaille avec l'université de Rennes, je suis très soutenu par le président de l'université, qui est sympa, dans une chaire où il y a Nestlé aussi, où il y a un certain nombre d'industriels, plus l'université, plus des pouvoirs publics, et on travaille de façon multidisciplinaire à ce lien entre santé des sols, santé des hommes, avec tout ce qu'il y a entre les deux, avec des médecins, avec des spécialistes de l'agronomie, avec des spécialistes de la chimie. Alors, je vais vous raconter juste l'histoire des tomates parce qu'elle est intéressante. On a travaillé dans ce cadre-là de l'université avec des gens qui produisent des tomates du côté de Nantes. Moi, l'essentiel des tomates qu'on consomme, c'est des tomates produites hors sol, sur de la laine de roche. Et c'est un producteur de tomates qui a eu l'idée dans la même serre, de faire pousser des plants de tomates en sol vivant. Vous avez déjà vu des serres, moi j'en avais pas vu beaucoup, c'est impressionnant. Les tomates, les pieds font 20 mètres de haut, ça fait 500 tonnes de tomates à l'hectare. On n'a pas perdu en rendement, c'était leur souhait. Par contre, ils voulaient un système différent et qui puisse le valoriser aussi auprès du consommateur. Et donc, nous, on a fait la partie nutritionnelle. Donc, quand je dis sol vivant,
c'est des sols où il y a de la lombriculture, où il y a des ferments lactiques, où le sol est nourri par les branches, les feuilles des tomates qui avant étaient envoyées au compostage. Et il n'y a pas de produits de l'agrochimie. Et première fois qu'on analyse les tomates, hors sol ou sol vivant, on envoie ça dans un labo de l'INRA, on analyse le lycopène, qui est le principal antioxydant de la tomate, la vitamine C, la bêta-carotène, pas de différence, contre-intuitif. C'est-à-dire que les tomates hors sol, elles sont pas si mauvaises que ça, hein. Mais moi, ça me vexait, parce que je me disais, s'il y a de la diversité dans le sol, s'il y a toutes les populations du sol qui ont été abordées tout à l'heure dans la première intervention, la plante, elle se nourrit d'éléments minéraux, mais elle se nourrit aussi d'acides aminés, de petites choses fabriquées, notamment des acides aminés des champignons, qu'il n'y a que les champignons qui fabriquent. On en retrouve plus dans les plantes des sols où il y a des mycorhizes, où il y a une vie bactérienne et de champignons importante. Donc je trouvais bizarre qu'on trouve pas ça. Donc avec les chimistes de l'université, on se dit, donc plutôt que d'aller rechercher la molécule X ou Y, on va lyophiliser la tomate et la mettre dans ce qu'on appelle une chromatographie HTPLC, un système de chromatographie où chaque molécule sort et chaque molécule fait un pic. Et je sais pas si j'ai le truc après. Non, ouais, c'est ça. Et de la même façon, on l'avait fait dans le lait il y a 30 ans, on voyait bien que les laits n'avaient pas le même profil d'acide gras, n'avaient pas la même composition, il y a des pics, des molécules différentes. Et sur les tomates qui poussent en hors-sol, il y a des pics qui correspondent à des molécules qu'on a rajoutées pour nourrir via la laine de roche. Et dans le sol vivant, il y a des pics différents. Ils sont plus élevés pour certaines molécules, et puis il y a des molécules qui apparaissent qu'on voit pas en hors-sol. Et avec les chimistes, ils ont eu l'idée de dire, si on imprégnait les plaques de chromatographie d'un pro-oxydant, et on mesure la capacité antioxydante. Quand on vous dit qu'il faut manger des fruits et des légumes, parce qu'il y a des fibres et des antioxydants. Et bien on voulait regarder si la quantité d'antioxydants, qui est hyper importante, si ça dépend de ce qu'a mangé la tomate finalement. Et là, bingo, on a publié ça, et on a 30% de capacité antioxydante, donc de capacité à se défendre contre l'oxydation pour la tomate, mais pour nous qui mangeons la tomate aussi. On mange en France 17 kilos de tomates fruits et 17 kilos de tomates ketchup sauce tomate, donc c'est pas rien. Ça, c'est beaucoup, hein, 30% de capacité antioxydante en plus. On a publié ça, on est content, et on arrive à une vision qui est un peu holistique, hein. Alors, les 5 piliers de l'agriculture régénératrice, je pense que c'est ce que vous avez montré tout à l'heure. Ben, ça permet de favoriser ce travail des racines et des mycorhizes et des bactéries qui prolongent le travail des racines pour mieux nourrir les plantes, leur donner une densité nutritionnelle. Et cette densité nutritionnelle, elle va favoriser forcément la santé humaine. Et il y a à la fois sur l'aspect inflammation, oméga 6, oméga 3, et oxydation. Ça, c'est des voies métaboliques chez l'homme, hein. Les maladies, elles commencent toujours par... en biochimie, on dit que la vie, c'est un combat perdu d'avance contre l'oxydation. Plus tu vieillis, plus tu t'oxydes. Tout à l'heure, dans le premier schéma, on voyait l'oxygène qui était éliminé par les plantes. Ben, quand tu respires, la respiration, c'est une oxydation. C'est l'inverse de la synthèse chlorophyllienne, qui est une réduction. Ben, quand tu respires, tu t'oxydes et tu produis des radicaux libres. Et puis petit à petit, alors quand tu fumes beaucoup, quand tu bois beaucoup, quand tu fais des excès, quand tu cours beaucoup, tu produis plus de radicaux libres, plus de molécules oxydantes. Et il faut trouver des molécules antioxydantes. Alors nous, on sait en fabriquer, on a une voie pour les fabriquer. Et puis après, on a besoin de toutes ces molécules avec qui viennent des plantes quand le sol est vivant. Et la densité nutritionnelle des plantes, c'est à la fois une boussole pour mesurer. On peut pas avoir de densité nutritionnelle dans les plantes si le sol n'a pas bien travaillé. Donc c'est une boussole intéressante pour le producteur. C'est aussi une boussole pour le consommateur parce que ça fait de la densité nutritionnelle, ça fait de la santé. Et si on n'a pas assez d'antioxydants, eh ben il se déclenche un mécanisme d'inflammation. Et là c'est le rapport oméga 6, oméga 3 qui va jouer. Et si on n'a pas assez d'antioxydants et pas assez d'inflammation, c'est un schéma que j'ai découpé dans une revue de biochimie, hein. Et là, il y a une troisième voie qui s'appelle l'apoptose, ben, c'est la mort cellulaire. Donc, pour vivre vieux et plutôt en bonne santé,
ben, il faut des sols qui fabriquent des antioxydants, qui fabriquent des anti-inflammatoires, et ça peut arriver qu'avec du sol vivant. Les indicateurs de qualité, ben, c'est des bonnes choses au numérateur. Moi, j'aime bien rencontrer un public, ben, côté grand public, et parler de mon livre en disant je ne vais pas vous parler du cadmium, des pesticides. Pour ça, vous avez qu'à lire les journaux, vous avez tous les jours des trucs là-dessus. Moi, je vais vous parler de choses positives. On peut changer les choses. On peut parler de ce qui va bien. On peut parler de ce qu'il y a de mauvais dans notre alimentation. On peut aussi parler de ce qu'il y a de bon. C'est l'histoire de mon cercle de l'incinérateur, du cercle vertueux ou du cercle vicieux. J'aime bien parler de choses positives. Les gens sont assez réceptifs. Il y a une grosse pression. Ça, c'est des trucs des Nations Unies pour dire voilà, un sol vivant, c'est la base de la bonne santé. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de le démontrer, de le mesurer. Et je pense que là, on est tout prêt de mesurer, de dire voilà, ça c'est les tomates bleu blanc cœur, enfin issues de sol vivant. Elles sont produites dans ces conditions-là et elles ont cette qualité nutritionnelle. Si je vais au bout de l'histoire des tomates, je raconte aussi ce qu'est la recherche, c'est-à-dire qu'on a fait cette manip avec 30% d'antioxydants en plus il y a 2 ans. On a recommencé l'an dernier, ça marchait beaucoup moins bien parce que l'an dernier il y avait eu 40% d'ensoleillement en moins et la plante elle se nourrit du sol mais aussi du soleil. Enfin, c'est de la recherche, mais fondamentalement la recherche c'est des doutes, mais la science c'est quand tu as des certitudes. Et cette certitude on a suffisamment publié là-dessus pour dire que le lien existe et que maintenant il faut qu'il soit compris, mis en œuvre, communiqué, pour que encore une fois que la sortie de tout ça, ce soit du sol aux plantes perçu comme un bénéfice, bénéfique pour le mangeur, à la fois en termes de santé et en termes de goût. Et ça marche pas mal, en ce moment ça se développe plutôt bien, même dans une période où les signes de qualité sont un peu remis en cause. Le blanc cœur, ça se développe bien, on le voit dans les enquêtes conso, on le voit dans les achats, etc. Moi, je suis dans une période de transmission, donc merci pour l'invitation, ça me permet de transmettre un peu. J'espère que ça vous a pas saoulé. Voilà, et puis je termine toujours comme ça en disant c'est le type qui a fait la préface de mon bouquin. Il suffit pas de dire les possibles, il faut les raconter. Tout est peut-être pas rose. Quand t'as toujours les gens qui sortent le soir pour écouter une conférence pour la nutrition. Ils te posent toujours des questions horribles. Ils ont peur de leur assiette, etc. Et je leur dis non, on peut rigoler, on peut sourire parce qu'il faut aussi parler des choses qui marchent. Il faut être positif et je pense que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur dise voilà, c'est pour vous qu'on fait tout ça. Et je vous remercie. Voilà. Bon. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Non, j'espère qu'il y a des questions. Pas sur le cadmium et les pesticides. Bon. Tu veux le micro? Vous avez expliqué un peu le cheminement et on voit bien l'historique, les détracteurs, toutes les étapes de grandissement. Est-ce que durant toutes ces années de recherche, vous avez trouvé aussi à l'étranger, est-ce qu'il y a d'autres personnes un peu comme vous dans d'autres pays qui ont travaillé sur ces sujets, qui se mettent en réseau? Est-ce que vous avez aussi vu d'autres exemples? Alors, côté scientifique, oui, il y a un vrai consensus, comme je disais tout à l'heure, le delta entre la recherche et la science. Des fois, tu lis les journaux, on peut te citer l'article, tu as toujours un article qui va contredire autre chose. Mais la science, c'est quand il y a un consensus. Le consensus, notamment sur oméga 6, oméga 3, chaîne alimentaire, et puis oxydation, antioxydation, chaîne alimentaire, le consensus, il existe. Et il y a des gens qui publient là-dessus. Moi, j'ai des copains aux États-Unis, en Israël. Tu as beaucoup de gens qui ont publié là-dessus, le consensus existe. Après, ce qu'on a réussi avec le blanc cœur, c'est initier un mouvement collectif et puis aller jusqu'au consommateur. Ça, c'est plus compliqué. Il y a des associations bleu blanc cœur dans d'autres pays. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche mal. C'est aussi des histoires. Il y a des pays où au Japon, par exemple, une association bleu blanc cœur au Japon, j'adorais aller là-bas. Au Japon, quand ils passent à table, ils te disent un mot, ils taquinent des masses.
Moi, je suis très fier, comme les Japonais ne parlent pas beaucoup anglais, il y a toujours une traductrice. Elle disait à ma traductrice, très fière de moi, ça y est, j'ai appris à dire bon appétit en japonais. Elle m'a dit, mais ça ne veut pas du tout dire bon appétit, ça veut dire merci pour la vie. Parce que nous, au Japon, dit-elle, quand on passe à table, on respecte ce qu'on mange, parce que pour vivre, il faut prendre la vie d'une carotte, d'un bœuf, d'un poisson. Et ils ont cet état d'esprit-là, et du coup, le message passe très bien. Je pense que c'est quand même, on a plein de copains aux États-Unis, même si on n'a jamais réussi à s'implanter là-bas pour plein de raisons, essentiellement logistiques. Mais ce lien entre si c'est bon pour les sols, si c'est bon pour les plantes, si c'est bon pour les animaux, ça va être bon pour moi. Ce lien, je pense que c'est dans la tête de l'homme, où qu'il soit. Après, la façon de le communiquer, la façon de le faire comprendre, ça dépend peut-être des cultures. Ouais. Merci pour la présentation. Je rejoins que l'herbe était la meilleure pour la santé des actionnaires. Je pense que ce n'est pas forcément une surprise. Donc effectivement, le mieux c'est peut-être déjà de donner de l'herbe aux vaches avant de leur donner des compléments quelque part, pour avoir une source justement de apport. Et quelle est votre position sur la partie du campagne et des pesticides? Parce que là, on parle de ce qu'on mange, mais on ne parle pas beaucoup de ce qu'on boit. Et quand on sait qu'aujourd'hui, 84% des eaux dans l'Atlantique sont contaminées aux pesticides, ça a quand même un impact fort sur la santé humaine. Oui, c'est sûr, mais moi, ce que je dis aux gens quand j'ai cette question-là, je dis, j'en parle pas parce que je veux parler des solutions et pas que des problèmes. Les solutions, elles passent aussi par la rotation des cultures. Tout le débat qui est en ce moment, les néonicotinoïdes, etc., j'entends parler tous les jours. C'est vrai que c'est une plus grande variété de cultures, tout ce qui a été montré tout à l'heure sur la vie du sol. Des plantes qui se défendent mieux, elles auront moins besoin de pesticides. Une plus grande rotation de cultures, tu fais moins la courte échelle aux ennemis des cultures que si tu fais des monocultures. Et les solutions, elles sont aussi là. Alors, moi, en ce moment, je passe beaucoup de temps, comme je suis retraité, je suis plus dans Bleu Blanc Cœur, mais avec un copain qui était secrétaire de la FNAB, on passe beaucoup de temps sur une petite asso au sein de Bleu Blanc Cœur, ça s'appelle Bio Blanc Cœur. C'est des gens qui font du bio et qui font du Bleu Blanc Cœur. C'est assez facile dans toutes les productions de ruminants, c'est plus difficile dans les productions de monogastriques. Et le lancement de mon bouquin, je l'ai fait dans une abbaye du Gers qui s'appelle Boulor, où les filles font à la fois des sœurs cisterciennes. J'avais analysé leur fromage, j'ai trouvé une valeur au fromage que j'avais jamais vue ailleurs. Alors c'est 100% herbe, c'est du foin séché en grange, c'est épaille avec des copeaux de bois issus de leur haie. Et ils ont fait, je l'ai jamais vu ailleurs, ils ont fait des haies fourragères où les vaches mangent un peu et ils font de la conservation des sols, du bio, tout ce que tu veux. Bon, forcément, c'est le top du top. Et j'ai voulu le lancer là-bas en disant, il faut qu'on ait un point de fuite, il faut qu'on sache où on veut aller, mais on n'ira pas d'un seul coup. On peut pas y aller d'un seul coup. Il faut y aller par étapes. Encore une fois, on veut pas s'adresser qu'aux gens qui ont les moyens de manger mieux. On veut s'adresser à tout le monde. Donc, il faut savoir où on va. On va vers ça. Et tous les moyens pour y arriver sont bons. Et tout ce qui a été exposé ce matin sur les pratiques de l'agriculture régénératrice, sur la vie des sols, etc., ça va vers ça. Les piliers de l'agriculture régénératrice, ils vont dans ce sens-là. Je sais pas si j'ai répondu. Et sur l'herbe, en tout cas, oui, ça c'est clair que c'est ce qu'il y a de mieux. Particulièrement l'herbe de l'abbaye de Boulor, parce que c'est une herbe d'agriculture bio-régénératrice, avec la lignine, quand elles mettent des copeaux de bois pour pailler les vaches, elles oxygènent le lisier, elles remettent ça sur les prairies, tu sens que les champignons, ils se régalent. Je le vois dans les analyses de lait. Les champignons du sol, la linycoryse, ils digèrent la lignine. Les vaches, elles ont une digestion bactérienne, et le sol, il a une digestion avec des champignons qui aiment bien digérer la lignine. J'espère que je dis pas trop de bêtises, mais en tout cas, dans l'analyse de fromage, ça se voit. Tu vois? Ok. Au niveau des différents pays où les bols alimentaires sont différents, certains basés sur du blé, d'autres sur du maïs, d'autres sur du riz, est-ce qu'on arrive à avoir les mêmes choses puisque l'organisme humain s'est adapté en fonction de la consommation? Et est-ce que nous, en Europe,
on va pas tout doucement s'adapter à consommer plus de maïs, des choses comme ça. Comme en Amérique du Sud, ou des choses comme ça, où le maïs c'est de base de leur alimentation. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que sur 20 ans ou 50 ans, on a publié un truc qui analysait le rapport oméga 6, oméga 3 dans l'alimentation des Français d'une part et dans le lait maternel. Parce que le lait maternel, c'est quand même la mesure de ce qu'ont mangé les mamans, comme je l'ai montré. Et le rapport oméga 6, oméga 3 dans le lait maternel, dans les hôpitaux, dans les lactariums, ils gardent le lait des prématurés. Dans les années 1960, le rapport était de 5/1, ce qui est absolument recommandé pour l'alimentation humaine. En 2000, c'était monté à 22/1, 22 oméga 6 pour 1 oméga 3, ce qui était énorme. C'est redescendu après, parce que l'huile de tournesol, qui était ubiquitaire partout, a été remplacée en partie par l'huile de colza et l'huile d'olive, donc ça a amélioré les choses. On est toujours à 15/1. On vient de finir une étude à l'université de Rennes, c'est celle dont je parlais, j'ai les résultats depuis la semaine dernière. On a pris 100 personnes représentatives de l'île-et-Vilaine et on a fait des prises de sang où on a mesuré 30 marqueurs de santé classiques, cholestérol, glucose, protéines réactives, etc. 30 acides gras et des marqueurs de l'inflammation, de l'oxydation. Ce qu'on mesure sur les tomates, du FRAP, du KRL, etc. Et puis on a corrélé tout ça. Il y a 2576 pages de corrélation. Et il y a un truc qui répond un peu à la question, c'est la vitesse à laquelle ça change. Ça, on n'est pas habitué. Parce que les gens qui sont le moins bien, on a stratifié par catégories socio-professionnelles, etc., le sexe, mais l'âge aussi. Et ben, les gens qui ont plus de 50 ans, en termes de marqueurs de santé, sont mieux que les moins de 50 ans. C'est presque effrayant, parce que physiologiquement, ça devrait pas être ça. Les moins de 50 ans ont plus de sucre, plus de cholestérol, plus de triglycérides, plus de protéines de l'inflammation, beaucoup moins d'oméga 3. Après, il y a un autre facteur, c'est fumeurs, non-fumeurs. Donc, tu dis aujourd'hui l'alcool aussi. Mais quand tu regardes tout ça et que tu regardes nos enfants, tu dis faut changer les choses parce on a changé beaucoup trop vite. Entre les mamans, la première partie de ma réponse, la composition du lait des mamans qui a changé. Les mamans n'ont pas tellement changé leur façon de manger. Par contre, notre façon de produire, elle a beaucoup changé. Les jeunes d'aujourd'hui, il y a la façon de produire et la façon de consommer. Tout ce qu'on dit sur les aliments transformés. Puis quand tu as 18 ans, faire un cancer à 50 ans, tu t'en fous. Mais tu dis qu'il faut quand même changer les choses parce que c'est la vitesse à laquelle ça change qui est trop rapide. Justement, par rapport, il y a le mode de production, mais il y a la transformation des aliments qui doit avoir un impact par rapport aux oméga 3, par exemple. Les aliments ultra transformés, quel est l'impact en fait sur les oméga 3? Alors, sur les oméga 3, il n'y a pas très peu d'impact, sauf dans les huiles. C'est pour ça que l'huile de colza, on disait qu'il ne faut pas l'utiliser en friture longtemps, parce qu'il y a un risque de peroxydation. Mais sinon, non, dans les transformations, on a mesuré un œuf cru ou un œuf dur, un fromage versus du lait, tu gardes les oméga 3. Ce qui peut changer, c'est toutes les vitamines qui sont consommées en cours de transformation. C'est une raison de plus pour manger plutôt local, que les vitamines que les vitamines et les antioxydants soient pas consommés en route. Et sur la partie oméga 6, oméga 3, il n'y a pas de différence. Et puis après, il y a eu des pratiques de transformation qui n'étaient pas bonnes. Il y a eu quand même un paquet d'ajouts de trucs pas aussi dramatiques que voudrait le dire des fois la grande presse, mais quand même, puis il y a eu beaucoup de sucre et beaucoup de sel, d'huile de palme. Mon premier bouquin, je vous raconte ça parce que c'est positif, il est sorti en 2007. Il s'appelait Tous gros demain. Et puis je racontais l'histoire de l'huile de palme, parce qu'à l'époque, c'est vieux déjà, mais à l'époque, les graisses animales c'était mauvais, ça a beaucoup changé depuis, le beurre est redevenu en état de grâce, mais à l'époque, les graisses animales c'était mauvais, les huiles végétales c'était bon. Et tu as beaucoup de produits, ça revient un peu avec la mode vegan. Des fois tu vois vegan sur un paquet de biscuits, c'est qu'ils ont enlevé du beurre pour mettre de la margarine parce que c'est moins cher. Tu as aussi des fois des pratiques
Et à l'époque, j'avais un chapitre sur l'huile de palme où j'en parlais pas mal, en disant que c'était pas terrible sur le plan nutritionnel, que c'était pas terrible sur le plan environnemental. Et quand c'était vendu sous l'étiquette huile végétale, donc meilleure, c'était quand même un peu scandaleux. Et puis mon bouquin a bien marché, puis il y a eu 3 ans après une version anglaise, et j'avais été voir dans le magasin de ma commune, j'avais été regarder une dizaine de produits, il y avait de l'huile de palme partout, jusque dans les carottes râpées, les poissons à la bordelaise, je me souviens. Et je retourne 3 ans après, il y a eu pas mal de presse sur l'huile de palme, etc. Et ben ils avaient réussi à l'enlever, il y en avait plus, ou beaucoup moins. Donc je pense que tout ce qui a été dit sur les aliments ultra transformés, l'arrivée de Yucca, etc., ça a fait que les gens ont changé leurs pratiques. Et je suis un incorrigible optimiste, mais je pense qu'on peut bouger les choses. Si les gens se mobilisent, on peut bouger les choses. Quand je vois que il y a 36 000 personnes aujourd'hui qui sont des adhérents à Bleu Blanc Cœur, qu'il y a 7 000 paysans, il y a 4 000 médecins et professionnels de santé, il y a des chefs. Non, petit à petit, là j'étais à Mulhouse la semaine dernière pour la promo de mon bouquin, et les gens disaient on est venu parce que notre médecin nous a dit qu'il fallait venir vous écouter, ou ma diététicienne. Quand j'entends ça, je suis content. Des fois c'est parce que c'est ma cousine qui en a parlé, mais là c'est plus normal. Bon. Je ne sais pas si vous n'avez pas réussi à l'échelle, j'aime bien redescendre un peu à l'échelle de nos exploitants agricoles. Souvent, les filières sont un peu bouchées justement pour aller faire des cultures, des légumineuses ou des prairies diversifiées ou autres. Et souvent, ce que je vois, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, par exemple, sur un élevage de porc, pour intégrer le soja, l'exploitant fait du soja à 10 mètres de sa parcelle, sauf qu'il n'est pas capable de le valoriser sur ses doigts parce qu'il faut le triturer, etc. Il faut toute la filière pour qu'il soit digestif pour l'animal. Est-ce que vous n'avez pas, à votre niveau, essayé de créer justement des choses qui permettent de faciliter l'intégration de légumineuses sur les exploitations qui peuvent être valorisées sur les élevages? Souvent, c'est le frein, on va se tourner vers du maïs plus facilement parce qu'il y a plus de contraintes à aller intégrer de la févrole dans l'alimentation des porcs, par exemple, que du maïs grain. Voilà, des choses comme ça. Souvent, on va aller à la simplification parce qu'on n'a pas le débouché, on n'a pas la simplicité, etc. Et aujourd'hui, il manque peut-être des liens entre tout ça. Mais non, on n'a pas réussi ça. Je suis désolé, on n'a pas réussi ça. On a réussi. Déjà, c'est compliqué de mettre en place des cultures. Moi, je raconte ça je partage ça avec vous, mais mon bouquin est sorti en janvier, donc des conférences comme ça, j'en ai fait plein, puis j'aime bien faire ça. Tu te rends compte des gens qui connaissent pas du tout le monde agricole, mais qui ont plein d'idées dessus. Ils disent, c'est vachement simple, faut mettre les vaches à l'herbe, faut faire des légumineuses. Mais quand j'ai commencé à faire produire du lupin, on se souvient très bien, le gars qui faisait du lupin, qui arrivait avec sa remorque de lupin au silo de la commune, où il y avait un silo pour le blé, un silo pour l'orge, un silo pour le colza, ça emmerdait tout le monde. Il baigne ça là, puis je sais pas ce qu'on va en faire. Enfin, c'est créer des filières, réussir la transformation, c'est réussir les questions tout à l'heure sur Nestlé et puis la logistique. Je sais pas si c'est vous qui aviez posé la question ou quelqu'un c'était vous. C'est une question clé. Même si les bénéfices ils sont généraux, tu réduis l'empreinte carbone, tu réduis les émissions. C'est bien, mais tu es obligé quelque part de créer. Dès que tu as un bénéfice individuel en matière de goût ou de santé, il faut de la logistique, il faut des ateliers de transformation. Nous, on avait été dans les lycées agricoles de Bretagne pour apprendre à cultiver du lupin, de la févrole, du lin. Alors, je trouve que les choses changent. Quand je fais du vélo, maintenant que je suis retraité, de la févrole, je n'ai jamais vu autant de févrole que cette année. Du lupin, j'en vois toujours pas beaucoup. Du lin, j'en vois un peu. Mais il y a plus de, puis je bouge, je vois plus de variétés dans différentes régions, je vois plus de sols couverts. Petit à petit, les choses échangent. Il reste, pour passer à l'échelle, il faudra traiter ces problèmes de logistique. Et à l'échelle de l'exploitation, ou à l'échelle de la petite région. Quand j'ai visité la ferme de David, là, qui fait 11 cultures différentes, et qui a un débouché pour ces 11 cultures, alors il faudra aussi des investissements du type, ce que j'ai vu l'autre jour, le semoir avec 4 trémies, la trieuse pour récolter des trucs mélangés, triés, etc. Il faudra, pour le passage à l'échelle, on a besoin, je répondais tout à l'heure sur Bio Blanc Cœur, on a besoin de ce point de fuite, de savoir où on veut aller, pourquoi.
Mais pour passer à l'échelle, il faudra beaucoup d'innovation quand même, et beaucoup d'investissements logistiques, et beaucoup de communication pour expliquer ça. Je peux peut-être terminer là-dessus, mais je me souviens à Vallourec, j'ai toujours été proche de Lactalis. Et Lactalis, quand je leur parlais de bio il y a 30 ans, ils me disaient jamais on fera ça, tu te rends compte, la logistique, les camions, etc. Et maintenant, Lactel, ils font des pubs à la télé, les premiers sur le bio. Pourquoi? Parce que les consommateurs l'ont demandé. Si tu as une demande, si tu as un marché qui se crée, toutes ces étapes-là, il faut absolument que les mangeurs parlent aux producteurs et qu'on soit pas chacun dans son coin. Ouais, excuse-moi, c'est une digression, c'est pas vraiment une réponse, mais on pourra en reparler. Ah, j'ai bien aimé la démonstration sur les tomates. On avait un sol qui était différent. Et est-ce qu'il y a des expérimentations qui ont été faites ou des mesures sur du maïs, du blé, et du soja ou autre? Alors, elles sont en cours. Les tomates, c'était facile expérimentalement, parce que hors sol versus sol vivant. Mais j'étais très surpris de voir qu'en hors sol, elles sont vachement bien nourries. Hein. Ils mettent même des mycorhizes dans les tuyaux. Enfin, elles sont pas mauvaises, les tomates hors sol, mais on arrive à faire mieux. Alors, on fait la même chose en ce moment. On a une expé en cours sur des pommes. Il devait y avoir une réunion ce matin. C'est évidemment beaucoup plus compliqué de le faire sur des pommes, du blé, etc. Parce que là, il faut vraiment trouver deux parcelles qui se ressemblent, qui sont proches, avec des pratiques culturelles qui sont bien définies. C'est un peu, il y a quelques papiers dans la littérature scientifique qui comparent des produits bio à des produits standards en densité nutritionnelle, et quelques papiers sur l'agriculture régénératrice. Il y en a un en fait. Bon, les résultats sont un peu mitigés parce que c'est très difficile, bio versus non bio. T'as un papier qui dit que c'est mieux, un papier qui dit qu'on voit rien, mais c'est rarement les mêmes variétés pris au même endroit. Enfin, expérimentalement, c'est difficile. Donc, on va le faire. On le fait sur des pommes, on le fait sur du blé. Bon, les résultats, on les aura dans 1 an ou 2, mais moi, c'est le dernier projet de ma vie professionnelle, je pense. Mais il y a un gros rationnel. Il y a un rationnel énorme pour dire. En fait, il suffit de mettre bout à bout ce que les gens ont fait. Faut décloisonner. Il y a les gens de l'agronomie, ce qui a été montré ce matin. Et puis vient la physiologie végétale, qui explique comment les plantes elles absorbent tout ça. Après, quand tu retrouves, on l'a fait sur du blé, on retrouve sur du blé des acides aminés, l'ergothionine, qui est un acide aminé issu des champignons, des mycorhizes, quand il y a plus d'agriculture régénératrice. Or, c'est un acide aminé intéressant pour la santé humaine. Donc, petit à petit, on va accumuler tout ça pour que la sortie marché puisse se faire avec un bénéfice santé qui est compris. Donc, je termine là-dessus parce que c'est... Quand je disais, les gens viennent me voir en disant on vient parce que c'est notre médecin qui nous l'a dit. Moi, j'habite un peu au sud de Rennes, là, et il y a sur le marché, il y a un boucher charcutier Leblancoeur, et il me dit, quand j'y vais le samedi, des fois, il me dit il y a encore un client qui est venu parce que le médecin l'a envoyé en lui disant si tu veux continuer à manger des rillettes, prends des Leblancoeur. Il est content. Mais les médecins, les scientifiques, les diététiciens, surtout qui connaissent bien la nutrition, ils comprennent nos études cliniques, tout ce qu'on dit, etc. Mais tu vas pas raconter ça comme ça aux consommateurs. Je suis loin de votre question. Je peux parler du blé. Ah oui, blé. Excuse-moi. Ça peut faire la rillette après. Ouais. Non, mais on est dessus. On est dessus. C'est compliqué, mais on est dessus. On peut introduire des couples de parcelles. C'est vrai? Ah ben, ça m'intéresse. Et je crois que ça intéresse aussi Nestlé et Terena qui est dans la chair aussi. Ah ben, on en reparle après. D'autres paramètres sur toute la matière organique, etc. Ok. Ben, avec plaisir. Dernière question. Ok. Déjà, bravo pour ce travail et la création de Leblancoeur, etc. Parce que c'est quand même, je pense, très beau. Moi, je me demandais quels sont les freins aujourd'hui au niveau des agriculteurs qui s'engagent, quels sont les freins à s'engager dans Leblancoeur. Globalement, finalement, il y a déjà pas mal d'agriculteurs, mais pour faire encore plus, qu'est-ce qui aujourd'hui freine un peu ces pratiques qui ont l'air assez faciles de mettre en œuvre, qui freinent. Ce qui m'arrangerait, c'est que David dise bon, on n'a pas le temps de répondre, mais je réponds quand c'est pas une question facile. En ce moment, c'est compliqué. Longtemps, Leblancoeur, on a poussé
la demande et l'offre suivaient. Parce qu'il y avait un premium qui était payé et ça suffisait. En ce moment, moi je n'y suis plus au quotidien, mais quand je discute, tu as l'impression qu'au moins dans les productions animales, les niveaux de prix sont assez élevés. Et aujourd'hui, avoir un cahier des charges supplémentaire, je parlais tout à l'heure de Super U. Super U, tous leurs yaourts sont bleu blanc cœur et ils sont fabriqués dans une laiterie qui est dans la Meuse, Schreiber. Et moi, j'étais au début des discussions. Les gars avaient un premium de 30 € des 1000 litres. 30 € des 1000 litres, quand le litre de lait, les 1000 litres étaient à 300 €. C'était 10%. Aujourd'hui, le litre de lait, il est plutôt à 500, hein, ou plus si tu as la matière grasse et tout ça. Et le premium, il n'a pas changé. Donc, c'est compliqué parce que tu as aussi... pourquoi s'emmerder avec un cahier des charges? Je crois que le vrai frein, on a aussi besoin d'expliquer aux mangeurs et aux producteurs que c'est une voie d'avenir et qu'il faut qu'ils se parlent, qu'ils s'écoutent. On a toujours eu ça en période de crise. C'était assez facile d'engager des gens dans Bleu Blanc Cœur. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est dommage. C'est pas une question facile, hein, parce que j'aime pas raconter ça. Mais après, les freins, c'est ce que disait l'autre interlocuteur tout à l'heure. C'est tellement facile de commander du soja. Quand tu commences à dire en production porcine, en porc encore ça va, ils consomment pas trop de soja, mais en poulet, en œuf, on interdit le soja, ou on limite plutôt le soja d'importation. Quand tu vois le prix du soja d'importation aujourd'hui, etc., tu as des différentiels de coûts. Il faut toujours courir après le truc surcoût acceptable pour le consommateur versus rémunération du producteur. En porc, on dit, je discutais au salon de l'agriculture avec un producteur de porc quand les cours étaient à leur maximum, et il me disait, c'est vrai, hein, c'est pas méchant de dire ça, un porc bleu blanc cœur, ça coûte à peu près 2 € par porc de surcoût. Moi j'avais en tête 2 €, c'est le surcoût du cahier des charges, et les gars étaient rémunérés à 4 € minimum par porc, donc ça laissait 2 € par porc. Ce qui était à mon avis pas mal, mais entre-temps les cours avaient tellement monté que le gars me disait, tu comprends, c'est de l'argent de poche. J'ai eu 9 000 € par an pour la taille de son élevage, c'était pas de l'argent de poche, mais c'est dur de dire ça dans cette assemblée, mais dans des périodes comme ça, c'est plus compliqué côté offre que côté demande. Par contre, ça pousse bien, et on a une vraie demande, et puis je pense que ça suivra. Dans l'œuf, tu as une carence, un déficit structurel en œuf. Mais tu passes des fois devant des rayons de magasins où il n'y a plus d'œufs. Donc aujourd'hui, il faut des œufs. Alors quand je dis, mais nos œufs en plus, ils sont bleu blanc cœur, faut pas qu'il y ait de soja, faut pas. Non, c'est compliqué, quoi. Pourquoi s'emmerder? T'as un rapport offre-demande qui s'inverse. Pour nous, c'est pas bon. Mais faut raisonner à long terme. Donc la question n'est pas facile. Merci en tout cas. Merci. Je t'en prie. Merci.